donc bonjour à tous. Merci d'être venus avec ce froid un peu, justement, un peu à l'allure nordiste, un petit peu. Il y a 2 mois, je crois, j'ai fait une première intervention dans ce cadre-là qui portait sur 2 musées plein sud. Alors, c'était donc Narbonne et le nouveau musée archéologique de Narbonne et le mémorial du camp de Rivesaltes. Donc cette fois, nous nous portons complètement à l'opposé de l'Hexagone, dans le nord de la France. Et donc j'ai proposé il y a quelques semaines à Geneviève de faire cette intervention dans la mesure où j'avais déjà un peu réfléchi à cette matière et que je me disais, tiens, après avoir fait ce que j'ai fait sur Narbonne et Perpignan, je me suis dit, tiens, je pourrais penser à autre chose. Et puis très spontanément m'est venue l'idée de rassembler un petit lot de lieux que je connaissais assez bien pour les avoir visités attentivement, donc dans le nord, et pour les réunir ensemble, pour donner une cohérence au tout. Bien sûr, dans le nord, il y a bien d'autres musées que ceux que je vais vous montrer. Il y a des musées des beaux-arts magnifiques, comme celui de Lille en particulier, qui est un des plus beaux musées de France. Il y a aussi le musée de Picardie à Amiens, qui est assez remarquable, et bien d'autres. Et des musées d'art moderne et contemporain, il y en a aussi plusieurs qui sont tout à fait intéressants. Mais j'ai voulu, ces lieux est un lien entre eux, c'est celui d'être des outils, en particulier, de revitalisation de ces anciens espaces industriels qui, comme vous le savez, ont beaucoup souffert dans ces dernières décennies de la désindustrialisation de cette région, à commencer par les mines, le bassin minier qui a été la première grande victime de cette évolution. Qui s'est manifesté à partir des années 70 et qui a beaucoup marqué la région, en particulier dans les années 80-90. Donc voilà, le lien qui existe entre ces 3 lieux que j'ai choisis pour vous aujourd'hui. Alors donc, sans plus attendre, je vais commencer par le premier, qui est donc le Louvre-Lens, qui est, j'ai choisi en sous-titre, 2 sous-titres, un emblème de la décentralisation culturelle, je vais en dire quelques mots, et donc un exemple de ces politiques de revitalisation de ces régions sinistrées qui donc avaient bien du mal à relever la tête après les coups des années 80-90. Donc, un petit mot sur cette idée de décentralisation culturelle. Elle n'est pas nouvelle. Vous savez que depuis les années 80, notre pays donc, est entré dans une ère nouvelle au niveau de sa politique culturelle, qui jusque-là était plutôt hyper centralisée à Paris, mais qui donc a trouvé un nouvel élan dans les années 80, avec la volonté de créer, en tout cas dans les principales villes, les principales métropoles ou capitales régionales, de trouver dans ces métropoles des relais, au moins des relais de la politique culturelle générale. Et c'est ainsi qu'ont été créés, je vous le signale, parce que maintenant c'est devenu familier, mais quelle est l'origine? C'est là qu'a été créé, c'est à ce moment-là qu'ont été créés les DRAC, c'est-à-dire les directions régionales de l'action culturelle, qui sont donc des institutions qui dirigent dans une région l'ensemble des manifestations culturelles publiques, bien entendu, mais parfois aussi en coordination avec des initiatives privées. Et autre exemple, les FRAC, les fonds. Alors, il n'y a qu'une lettre de différence entre les deux, mais ça n'a rien à faire. Il y a un lien entre les deux institutionnels, mais le contenu n'a rien à voir. Les DRAC, ce sont les directions régionales les FRAC, excusez-moi, les FRAC sont les fonds régionaux pour l'art contemporain, qui sont chargés donc de collecter en quelque sorte la production en région des artistes contemporains, de les conserver, de les mettre en valeur et également de travailler à la circulation des œuvres dans le pays, entre régions, entre Paris et la capitale et les différentes métropoles régionales. Voilà donc un exemple parmi d'autres de ce qu'a été la première phase de la décentralisation culturelle. Et là, au moment où nous sommes, c'est-à-dire
à la charnière des années 2000, une nouvelle phase de décentralisation est envisagée, qui consisterait à de nouveau relancer l'idée de décentraliser la culture de façon encore plus fine vers des villes plus modestes que les métropoles régionales, à travers donc des actions spécifiques, dont un des exemples, c'est la création donc de nouvelles institutions muséales ou culturelles aptes à diffuser l'art en général ou la culture en général, et particulièrement aussi l'art contemporain, qui est quand même une constante de la politique du ministère de la Culture. Voilà, donc c'est quelques mots pour vous rappeler un peu le contexte. Et c'est dans ce contexte-là, au début des années 2000, à l'occasion de la manifestation appelée Lille, capitale européenne de la culture, en 2004, sous l'impulsion notamment de Martine Aubry, qui était un peu à la cheville ouvrière de cette initiative, que se sont rencontrés notamment le président de la région du Nord. À l'époque, c'était pas encore, c'était avant le regroupement des régions qui a eu lieu après, sous François Hollande, si je ne me trompe pas. Donc, à l'époque, c'était la région du Nord. Et donc, le président, c'était Daniel Percheron. Et il a rencontré dans ce cadre-là le directeur du Louvre, Loirette, qui donc, en discutant, donc, ils ont émis l'idée de précisément concevoir une antenne du Louvre dans une ville du Nord, une de ces villes qui souffrait donc de la désindustrialisation. Donc l'idée a été lancée, plusieurs villes ont candidaté, que ce soit Valenciennes, Béthune, Boulogne, je crois, Boulogne-sur-Mer, Amiens, enfin bref, vous voyez, il y a eu comme ça plusieurs villes qui se sont portées candidates, et finalement on a choisi Lens, en particulier parce que précisément elle était le symbole même de la désindustrialisation, avec la fermeture complète, cette fois, quelques 15 ans auparavant, de toutes les mines de charbon, et donc l'exemple même de ces régions qui étaient particulièrement touchées par ce phénomène. Voilà d'où vient le choix de Lens. Alors, voilà justement une première vue aérienne qui vous montre à quoi ressemble aujourd'hui cette antenne du Louvre, installée, vous le voyez, j'ai choisi cette image pour qu'on voit bien le contexte général de ce territoire. On est vraiment au cœur du bassin minier, vous voyez encore à l'horizon les traces de terrils, toujours conservés, et vous savez qu'aujourd'hui, l'ensemble du bassin minier, avec ces terrils et tout l'héritage architectural de l'époque minière, a été classé également au patrimoine mondial de l'humanité, et donc finalement a été revalorisé aussi à son tour. Donc vous voyez également le paysage urbain. Il s'agit essentiellement de cités ouvrières, de cités minières, les fameux corons, mais ce n'est pas tous des corons au sens propre du mot, mais en tout cas des cités minières qui s'étalent là, dans cette région, sur des kilomètres et des kilomètres. Pratiquement tout l'habitat, enfin 80% de l'habitat, est constitué par ce type de cité minière. Voilà donc un peu le contexte. Et donc, à ce moment-là, on voit bien qu'il s'agit, en l'occurrence, de conquérir de nouveaux publics à l'art et à la culture, d'une part, et de contribuer à une forme de médiation nouvelle, directement au contact des populations, en mettant à la disposition d'un public qui jusque-là est plutôt éloigné de l'art et de la culture traditionnelle, de mettre à leur disposition des chefs-d'œuvre issus des collections du Louvre, de manière à ce qu'ils puissent avoir un contact direct avec ce qu'il y a de mieux dans notre pays, à savoir les collections du Louvre.
qu'elles soient anciennes ou plus modernes, c'est-à-dire puisque vous savez que le Louvre couvre l'histoire de la peinture jusqu'au milieu du 19e siècle. Alors voilà donc une première vue, et voilà donc à l'origine à quoi ressemblait le paysage, ce paysage minier. Donc cette photo, je l'ai choisie parce que c'est exactement le site où est construit le Louvre-Lens aujourd'hui. C'était le site de la fosse numéro 9 et 9B du bassin minier. Avec donc, vous voyez, le paysage traditionnel, notamment les fameux chevalements qui sont en gros les ascenseurs qui permettent de monter et descendre dans les galeries de mines, les trémies qui permettent de charger les wagons de charbon, vous voyez ici, au sortir du puits, et puis bien sûr, vous voyez les cités minières et les fameux terrils. Donc voilà, c'est exactement à cet endroit-là qui a été fermé au cours des années 60 que va s'installer l'antenne du Louvre. Oui, c'est fermé à partir des années 60, donc c'est devenu, au sens littéral, ce qu'on appelle une friche industrielle, un lieu laissé à l'abandon, puis on a démoli progressivement les diverses installations, et il ne reste plus que le site, c'est-à-dire un terrain vague, en gros, au milieu des cités minières. Voilà un petit peu quel était le paysage. Avec à proximité un haut lieu de la vie sociale de la région de Lens et du bassin minier, le fameux stade Bollaert. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui suivent un peu le football en France. Le stade Bollaert, c'est un des hauts lieux du football en France. C'est le stade où joue le Racing Club de Lens, qui historiquement est le club du bassin minier et qui représente dans l'imaginaire local et national le football populaire par excellence, le football issu du bassin houiller, et qui a toujours été alimenté par les enfants de mineurs qui connaissaient là une ascension sociale finalement, à travers le football. Donc je parle de ça parce que dans la culture, aujourd'hui, quand on réfléchit aux éléments de la culture, dans la culture populaire, il y a souvent aussi l'attachement à des formes d'activités sociales qui ne sont pas exactement la culture orthodoxe, mais qui font partie de l'imaginaire de la population, et dont il faut tenir compte quand on prétend mener une politique de décentralisation populaire. On va à la rencontre de couches sociales dont l'univers, dont la conscience sociale passe souvent par des formes comme ça. Et donc c'est important de se remémorer, surtout quand je l'ai mis un peu de manière humoristique en bas. Quand on parle du Nord ici, dans le Sud, c'est l'enfer du Nord. J'ai mis un point d'interrogation. L'enfer du Nord, c'est une création complètement artificielle, journalistique. L'enfer du Nord, c'est une expression qui est née de la plume d'un journaliste du journal L'Équipe pour désigner au cours voilà encore une autre forme de culture populaire, le fameux Paris-Roubaix, la grande classique française. Donc le Paris-Roubaix, vous le savez, passe par un secteur de pavés du Nord, resté en place dans certains itinéraires, et qui constitue effectivement une épreuve redoutable pour les coureurs, où on casse les machines, où on tombe, où on se blesse, etc. D'où le titre choc un jour de l'article dans l'Équipe, c'est l'Équipe ou l'Auto-Journal à l'époque, je ne sais plus, qui a créé cette expression pour désigner le passage des coureurs dans ce secteur des pavés. Et du coup, l'enfer du Nord est devenu une sorte d'expression générale pour désigner la région. Et donc, vous voyez comment parfois les images que renferme une région sont fabriquées de toutes pièces finalement. Ça n'a rien à voir avec la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes sur place. Ils n'ont pas l'impression forcément de vivre dans un enfer. J'en profite pour passer, puisque on parle des phénomènes culturels et qu'on est dans les questions de culture. Depuis quelques années aussi, le folklore du Nord a évolué, puisqu'il a intégré la fameuse chanson de Bachelet, donc au Nord étaient les corons, qui vient redoubler l'enfer du Nord. Au Nord étaient les corons, etc., et les mineurs de fond. Et donc, j'en reviens à mon équipe de foot. Aujourd'hui, dans les tribunes du Stade Bollaert, l'hymne
que chantent les supporters du club, notamment avant le match et à la mi-temps, c'est la chanson de Bachelet. Donc ils ont adopté, là encore, une chanson composée par un compositeur parisien, hein, qui a fabriqué cette chanson à l'honneur du Nord, donc qui a été appropriée par la population. Et voilà comment se construit encore, vous voyez, une image un peu folklorique, ou en tout cas historique, de la région. Alors maintenant, après ces incises un peu longues, peut-être, mais je crois qu'il est bon de contextualiser un peu tout ça. Un concours est organisé en 2006-2007, dont les vainqueurs sont un duo, non pas un couple, hein, ils ne vivent pas en couple, c'est un duo d'architectes japonais, relativement peu connus à l'époque, en tout cas en France, qui ont pour nom Sanaa, Sanaa étant, comment dire, les initiales, vous voyez en bas de leur nom, Sejima, Nishizawa, donc Sanaa c'est Sejima and Nishima and Associates. Donc c'est ça que veut dire Sanaa, c'est pas du tout un nom de personne. Alors ils se sont fait connaître notamment, ils ont été connus à ce moment-là, 2007, au moment du concours, par leur réalisation new-yorkaise que vous voyez ici en arrière-fond et que vous voyez plutôt ici sur une photo prise dans le contexte du quartier où il a été édifié. Ce quartier, c'est le quartier de The Broadway, qui est donc cette rue, il y en a parmi vous qui connaissent New York, cette rue qui part de Broadway, un peu au nord, et qui se dirige vers le quartier qui traditionnellement est le quartier le plus populaire, était en tout cas le quartier le plus populaire de New York, Lower East Side, le quartier pauvre qui était traditionnellement le quartier où arrivaient ou échouaient les nouveaux immigrants lorsqu'ils arrivaient à New York, et qui est resté dans l'imaginaire new-yorkais comme un quartier populaire qui arrive au bout de ce Broadway, on arrive à Little Italy par exemple, vous voyez, qui était longtemps un quartier populaire bien connu dans le cinéma en particulier. Et d'ailleurs cette photo vous montre que l'architecture de ce quartier est particulièrement médiocre. C'est ce qu'il y a de plus mauvais, de plus vilain dans New York, si j'ose dire. Et donc ce nouveau musée consacré à l'art contemporain est venu un peu rompre avec cette image et contribuer un peu à revitaliser en quelque sorte le quartier, à lui redonner un peu plus de chic et peut-être le prélude à une gentrification, comme on dit maintenant, de ce quartier. Voilà, alors ça, c'est donc dans ce contexte-là qu'ils ont été choisis à la faveur de ces premières constructions. Mais par ailleurs, je vous signale que ce sont les auteurs de réalisations remarquables, comme par exemple cette antenne de l'école polytechnique de Lausanne, qui porte le nom, vous voyez, de la firme Rolex, horlogère, qui donc, je suppose, a dû être financé en partie par l'entreprise Rolex. En tout cas, c'est le Rolex Learning Center, un nouveau centre donc d'ingénierie, de formation d'ingénieurs à Lausanne, avec, vous voyez, cette architecture très élégante, très aérienne en particulier. Je vais vous faire, bon, vous voyez, bien sûr, cette couverture tout à fait remarquable qui ondule et qui laisse pénétrer par des grands puits de lumière, la lumière naturelle à flot dans le bâtiment. Vous remarquez également, et qu'on va retrouver à Lens, la légèreté de l'ossature, vous voyez, qui disparaît presque et qui se résume à une série de colonnettes, on pourrait dire, hein, d'acier ou de métal, qui supportent le toit. Donc cette légèreté, cet esprit, là, on va le retrouver à Lens. Dernière reproduction dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la fameuse nouvelle façade de la Samaritaine sur la rue de Rivoli qui vient juste d'être inaugurée. C'est eux qui ont été choisis par Bernard, le patron de la LVMH. Henri Bernard Arnault, voilà. Je vais y arriver. Bernard Arnault, donc vous savez qu'il est désormais la première fortune mondiale, hein, paraît-il.
Donc Bernard Arnault a racheté il y a 10 ans à peu près l'ancien magasin de la Samaritaine avec le projet de transformer ce lieu qui était quand même relativement populaire comme grand magasin en comment dire, concentré du grand luxe parisien avec un hôtel, un palace 5 étoiles avec des installations de restauration de haut de gamme, des magasins de luxe, etc., qui sont ouverts au public, on peut y circuler, mais y consommer c'est autre chose. Ça a à la fois rénové l'ensemble du magasin, c'est-à-dire la partie qui donne sur la Seine, hein, avec son aile art déco et son aile primitive art nouveau du début du XXe siècle, et puis également a proposé donc une nouvelle façade sur la rue de Rivoli qui a fait jeter des hauts cris aux amoureux du vieux Paris, qui ont vu là donc une injure au paysage parisien, alors que ce duo d'architectes a bien pris soin de tenir compte de l'histoire urbaine de Paris et a proposé un gabarit tout à fait haussmannien, mais avec un matériau du XXIe siècle. Et ils ont donc proposé cette façade ondulante, qui est tout à fait dans leurs habitudes un petit peu. Hein, et vous voyez également l'importance du verre dans leur travail. On va le retrouver bien sûr à Lens. Voilà, vue de face, cette nouvelle façade qui donc est devenue un événement architectural dans le Paris traditionnel. Revenons à notre lieu. Donc voilà, sur une vue plus générale, vous voyez comment ici leur musée s'inscrit, je dirais, très doucement dans le paysage. Hein. Au lieu d'avoir un gros bâtiment, ce qui aurait pu être un choix, hein, faire un signal urbain nouveau dans un paysage qui est particulièrement plat, on est dans une plaine avec des lotissements qui se résument en général à un rez-de-chaussée ou au maximum un étage. Ils ont donc plutôt adopté, ils ont fait le choix de proposer une architecture qui vient un petit peu s'harmoniser dans ce contexte urbain particulier. Et ils utilisent d'ailleurs une métaphore qui me paraît assez sympathique. Ils disent, pour nous, ces bâtiments, on les a voulu comme ça un petit peu décrocher les uns par rapport aux autres, au lieu de faire un bâtiment unique, uniforme, mais une série de bâtiments qui ont l'air d'être accrochés les uns aux autres un petit peu par hasard. Un peu, disent-ils, comme des bateaux ou des sampans en Asie flottent sur le fleuve et viennent s'amarrer les uns aux autres de façon aléatoire. Vous voyez, c'est un petit peu la métaphore qu'ils ont utilisée pour décrire leur choix, d'abord d'implantation des bâtiments. Je reviens à la même image que tout à l'heure, donc, et vous voyez ici justement comment ça rime les uns aux autres, vous voyez, par des petits côtés comme ça, mais qui sont importants aussi parce que ça assure une très grande fluidité des différents bâtiments. Vous remarquez au passage également, tout autour, un ensemble de jardins qui ont été aménagés un peu, je dirais, dans l'esprit japonais précisément. Hein. C'est pas eux qui les ont conçus, mais la paysagiste qui les a conçus avec eux a travaillé évidemment en collaboration, et on voit quelque chose de l'esprit du jardin japonais dans cet environnement du musée. D'ailleurs, ça s'oppose, vous le voyez, hein, au musée des Beaux-Arts classiques, comme celui de Lille, qui est un véritable monument qui a été construit, c'est dans la série des grands monuments qui a été construit sous le Second Empire. C'est un des plus beaux d'ailleurs dans le style, mais il est tout à fait dans le style éclectique, historique, vous voyez, caractéristique du style Napoléon III. Et donc, c'est vraiment par opposition à ce type de musée qui peut être un petit peu intimidant. Je pensais que l'idée, c'est d'essayer de rapprocher l'art et la culture de la population locale. Et donc, ce genre de monument consacré aux beaux-arts est un petit peu intimidant. Hein. On imagine que la population a du mal à y rentrer de façon spontanée, alors que tout va être fait justement dans l'architecture de Sanaa pour que le public ait un rapport beaucoup plus intime, beaucoup plus simple, on va dire, avec ce lieu qui lui est proposé.
Alors, vous voyez, sur ces photos que j'ai prises un peu panoramiques, moi j'ai visité les lieux il y a 2016, en 2016 si je me souviens bien. Donc ça venait d'être ouvert depuis 4 ans environ. Et donc les abords du musée, ce jardin japonais était bien avancé, mais pas tout à fait terminé. Mais enfin, bon, ça donne une bonne idée de ce qu'est le musée aujourd'hui. Alors vous remarquerez que ces bâtiments ont l'air d'être tout simplement posés comme ça, hein, sur le paysage. Ils viennent en douceur, ils viennent s'inscrire dans un paysage qui est aménagé de manière à précisément procurer cette impression de légèreté, avec un choix de matériaux, une hauteur d'abord d'édifice, vous remarquerez, c'est le choix de faire des bâtiments bas, donc l'inverse du musée de Lille des Beaux-Arts. Et donc, il a été en particulier conçu pour que les arbres existants autour, qui étaient dans l'espace de la friche industrielle, puissent apparaître, et donc que le bâtiment vienne s'inscrire tout naturellement dans l'environnement existant sans le modifier. Ça, je crois que c'est très réussi, et c'est vraiment à mettre au crédit de ce duo d'architectes. D'autre part, le choix des matériaux est également important. Là, peut-être vous voyez d'un peu plus près. Les matériaux qui ont été choisis sont de deux sortes. Pour les façades, je parle. Pour les façades, soit du verre intégralement, vous voyez des façades en verre intégrales ici, ou des panneaux d'aluminium anodisés qui sont traités de manière à pouvoir refléter le paysage. Donc les panneaux de verre permettent la transparence de l'édifice, et les autres façades en aluminium contribuent à refléter le paysage notamment. Et donc il y a ce sentiment, soit le regard pénètre à travers les bâtiments ici vers l'arrière, et on peut deviner le paysage qui se trouve derrière, il n'y a pas de rupture. Soit ici, le ciel est souvent changeant dans ces régions, souvent gris d'ailleurs, ce qui fait que quand il est gris, finalement il se confond avec la façade. Le gris de la façade et le gris du ciel se confondent un peu, et ça ajoute encore à la légèreté du bâtiment. Vous voyez, par exemple ici, on le voit peut-être mieux. Vous voyez comment on est dans un jeu de reflets de transparence. Comment ici, par exemple, ça c'est le bâtiment d'accueil. Vous voyez qu'on voit très bien à travers, on voit les arbres derrière, vous voyez, donc il n'y a pas d'obstacle visuel à cette transparence. Et puis vous voyez ici les panneaux gris qui reflètent effectivement le paysage tout autour. Et là vous remarquez, comme tout à l'heure, ce bâtiment bas s'inscrit dans l'environnement existant et laisse apparaître les arbres qui sont derrière. Vous voyez, cet esprit-là est vraiment tout à fait remarquable pour cette réalisation. Même la nuit, vous voyez comment l'effet de transparence est accentué, et puis vous voyez comment a évolué le paysage, une partie du jardin aménagé, avec des arbres qui ont poussé, qui modifient légèrement l'ensemble du bâtiment. Maintenant, à l'intérieur, avec un mot d'ordre en quelque sorte général, le décloisonnement. Ça va être à la fois le décloisonnement des espaces et le décloisonnement des collections. Alors d'abord, comment c'est conçu ce musée? Alors vous voyez qu'il y a donc ces bâtiments qui sont un petit peu, c'est comme une espèce de déconstruction du bâtiment habituel, du musée, qui est plutôt massif en général et qui contient donc les différentes collections. Ici, au contraire, donc, on a ce décloisonnement avec une facilité de circulation qui le rend très agréable. On circule vraiment très librement, très spontanément, je dirais, d'un espace à l'autre. Et ceci dès l'accueil, où, ici, vous voyez, le visiteur est accueilli par des kiosques qui ont différentes fonctions, mais qui sont tous en grande partie transparents, et qui donc fait que quelqu'un qui débarque dans les lieux ne se sent pas perdu.
comme ça peut être le cas dans les grands musées. Quand vous rentrez au Louvre et que vous êtes sous la pyramide, parfois, c'est pas évident de savoir par où il faut se diriger, même si des efforts ont été faits pour tout ça. Mais quand même, vu la taille de ces lieux, on a parfois du mal, surtout pour un public peu habitué au lieu de la culture et de l'art, on a parfois du mal à se guider exactement, à savoir où il faut se diriger, où se trouve telle ou telle œuvre que l'on souhaiterait voir. Vous voyez, ici, au contraire, on n'est pas à la même échelle de bâtiment quand même, mais malgré tout, c'est un bâtiment qui est assez important, qui fait plusieurs centaines de mètres de long. Par exemple, la galerie, ici, la galerie du temps, que je vais vous montrer tout à l'heure, elle fait 120 mètres de long, vous voyez, pour vous donner une idée de l'échelle. Donc en tout, il y a plusieurs centaines de mètres là, hein, à la queue leu. Et donc, c'est pas rien. Alors, ah oui, au passage, j'oubliais, également pour éviter une trop grande rigidité de ces bâtiments, vous remarquerez qu'ils ont tous l'allure d'un carré ou d'un rectangle, mais ce n'est pas exactement ni des carrés ni des rectangles. Les façades sont légèrement incurvées. Vous voyez, donc, y compris dans ce genre de détails, on voit le souci des architectes de rompre avec une trop grande rigidité. Donc, c'est le mot d'ordre de la fluidité, de la transparence, de la légèreté, je crois, qui préside à ces choix architecturaux. Voilà, par exemple, quelques vues, vous voyez, du hall d'accueil avec les différents kiosques, où on voit très bien où on se trouve et on se dirige facilement vers telle ou telle chose. Il y a à la fois bien sûr l'accueil, il y a une librairie, il y a un centre de documentation, il y a des services comme cafétéria, etc. Tout ça se trouve dans ce hall. Et vous voyez que par exemple sur cette photo, on voit très bien qu'on n'est jamais éloigné de l'extérieur. On voit où on est. Contrairement à des lieux où on ne sait pas où on est, où on perd le nord au sens propre. Donc, on ne sait plus où c'est que je suis. Quand vous êtes au Louvre, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où vous demandez où vous êtes exactement. Hein, vous avez perdu le sens de l'orientation. Ici, jamais. Vous savez toujours où vous êtes. Donc ça, c'est vraiment un travail particulier qui a été fait par les architectes. Et puis donc, on arrive à ce qui est un peu l'orgueil du lieu, enfin le point qui a le plus fait parler de lui, je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est la fameuse galerie du temps qui a été conçue, enfin toute la muséographie a été conçue par Adrien Gardère, que nous avons trouvé à Narbonne. Hein. C'est lui aussi qui a conçu la muséographie du musée de Narbonne. Donc c'est bien de voir deux types d'aménagements qu'il a proposés. Vous voyez ici donc la galerie du temps qui est, elle, fermée. Par contre, par opposition à l'accueil, ici, elle est fermée par ces fameux panneaux d'aluminium. Mais vous voyez que le plafond a été conçu de manière à diffuser une lumière précisément diffuse, homogène et très douce, qui fait que donc les œuvres sont vraiment mises en valeur. Mais surtout, la grande nouveauté, et qui est là un apport essentiel du Louvre-Lens, c'est la volonté de décloisonnement des départements classiques, traditionnels du musée. Vous savez que le musée du Louvre, comme tous les grands musées, est constitué de départements qui sont souvent assez étanches les uns par rapport aux autres, avec des conservateurs qui sont un peu des grands féodaux dans cet immense navire qu'est le Louvre, par exemple. Et donc, département des antiquités égyptiennes, des antiquités du Moyen-Orient, de l'art islamique, de la grande peinture classique, de la Renaissance, de la sculpture, etc., etc., les antiquités égyptiennes. Bref, il y a comme ça une série de départements qui sont très riches, évidemment, mais qui font que le visiteur a du mal, à moins d'avoir une culture particulière, d'être au fait un peu de toutes les grandes civilisations et de leur histoire, on peut être facilement perdu.
et perdre le fil, exactement, au sens propre. Et donc, ce cloisonnement des départements, on comprend pourquoi ils existent à l'origine, mais on a du mal aujourd'hui à concevoir que les musées ne fassent pas suffisamment d'efforts pour décloisonner ce système et permettre aux visiteurs de mieux comprendre les relations possibles ou de faire des relations entre des écoles, des civilisations, des lieux différents dans l'histoire de l'art. Et c'est le pari, c'est le grand pari qui, je crois, est tout à fait réussi, de cette galerie du temps, qui donc confronte, en quelque sorte, des œuvres issues de diverses cultures. Et alors, elles s'échelonnent dans le temps. Hein. On part de l'époque un peu sumérienne, si vous voulez, plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, jusqu'à la peinture et aux objets d'art du XIXe siècle, puisque le Louvre, vous le savez, s'arrête à l'histoire de la peinture du XIXe. Après, c'est le musée d'Orsay qui prend le relais. À partir du milieu XIXe, c'est le musée d'Orsay qui gère les collections de la peinture française ou autre après. Donc, voilà, vous voyez en même temps, c'est ça que j'insiste, hein, la mise en regard, tout à fait, au sens propre du mot, la mise en regard d'œuvres qui, certes, ont été produites dans des lieux très différents, mais au même moment. Donc ça permet de se rendre compte que, mettons, en relation avec certaines œuvres égyptiennes du Haut Empire ou du Moyen Empire, on avait au même moment tel ou tel type d'œuvre en Mésopotamie, ou bien il s'est passé telle chose, la proto-histoire, mettons, dans l'Europe occidentale d'aujourd'hui. Bon, vous voyez, on a ici, on chemine à travers le temps, à travers les millénaires progressivement, et on voit donc les concomitances entre des œuvres de culture et de lieux différents. En plus, vous voyez que la mise en valeur de ces œuvres est tout à fait remarquable et qu'elles sont à hauteur d'yeux, toutes. On est vraiment au contact des œuvres, on peut les regarder de près, on peut circuler autour, on peut, vous voyez, comment c'est conçu. Il y a vraiment, là encore, une facilité d'accès aux œuvres qui est tout à fait remarquable et étonnante, et qui fait qu'effectivement, un public non averti peut très bien, effectivement, entrer en contact facilement avec ces œuvres et circuler à son gré là-dedans. On peut vraiment circuler, revenir en arrière. On n'est pas perdu dans des couloirs immenses ou des salles dont on perd un peu le sens dans les grands musées. Voilà. Donc, en ce sens, je crois que la Galerie du Temps est vraiment une remarquable réussite, qui est vraiment un apport à la muséographie de ce lieu. Par ailleurs, vous avez accès également à des lieux tout à fait intéressants. En sous-sol, par un escalier, vous descendez aux coulisses, où se trouvent donc les réserves du musée, mais alors ce n'est pas les réserves du Louvre, hein, c'est les réserves en rapport avec les expositions temporaires qu'il peut y avoir, car il y a une galerie d'expositions temporaires, et donc on peut voir au travail, on peut voir à la fois comment on les conserve et comment on les traite, et on peut voir donc des gens qui travaillent. Il y a des restaurateurs, oui, ils travaillent à vue, vous voyez comment ils travaillent sur une toile, sur une sculpture, pour les nettoyer ou les réparer éventuellement. Donc c'est très très intéressant, et en plus vous avez, aujourd'hui c'est incontournable, hein, les tables tactiles qui permettent de compléter les visites pour se documenter, et en même temps l'accès de ces réserves, on peut accéder à ces réserves en groupe, hein, par réservation. Donc ça permet aux visiteurs de la région notamment, puisque c'est un des buts, de concevoir des visites de ce lieu complétées par la visite des réserves en particulier. Voilà. Donc tout ça pour montrer l'effort pédagogique et l'effort d'ouverture, de médiation, comme on dit maintenant, qui a été organisé autour de ce lieu, en direction de la population en général et de la population aussi scolaire ou universitaire.
Et je compléterai simplement par cette image, pour renforcer ce pôle dans la région, à quelques kilomètres de là, à Liévin, c'est tout près du Los, vous avez donc les nouvelles réserves du Louvre qui ont été construites pour accueillir les collections qui quittent progressivement Paris parce qu'elles sont menacées, hein, avec les problèmes de changement climatique prévisibles et les accidents climatiques qu'on peut imaginer, inondations de la Seine, etc. C'est pas des légendes, ça s'est produit X fois. Donc on met de plus en plus les collections à l'abri dans des lieux éloignés de Paris, comme celui-ci, donc aujourd'hui en fonction. Et voilà. Et alors au passage, quand même, je ne peux pas m'empêcher, moi qui suis un amoureux de l'architecture ferroviaire et industrielle, quand on arrive ou on part de là, si on vient en train, on passe inévitablement par cette gare magnifique qui a été reconstruite dans les années 20 ou 30. Je vous ai parlé, ceux qui suivent mon cours sur l'architecture se rappellent de Raoul Dautry, dont j'ai fait le portrait, grand commis de l'État, Premier ministre de la reconstruction en 1944-1945. Ben, c'est lui qui était directeur des chemins de fer du Nord à l'époque, et qui a donc, c'est sous sa direction qu'on a reconstruit ce genre de gare. Celle de Lens est particulièrement remarquable, vous voyez, parce que, bon là j'ai coupé l'image un peu ici, mais il y a une autre porte comme ça, là à gauche de l'image, ce qui fait que lorsqu'on arrive, on a l'impression que c'est un profil de locomotive, vous voyez, de locomotive à vapeur. Et c'est pas fortuit, hein, je crois que c'était un peu l'idée de l'architecte. Et donc c'est à la fois remarquable par l'architecture d'inspiration art déco des années 30 et par le décor. Vous voyez la salle d'attente avec cette belle voûte, avec ces pavés de verre typiques de l'époque. Hein. Là, ça vraiment c'est un motif récurrent. Et puis surtout, sur les 4 côtés, vous avez 4 compositions en mosaïque tout à fait remarquables, que voici, que j'ai réuni sur cette image. Vous voyez, c'est les 4 côtés du hall d'accueil, et vous avez donc une représentation des principales activités industrielles dont nous parlons justement, ces activités industrielles qui ont en grande partie disparu, que ce soit les mines de charbon, la sidérurgie, les chantiers navals ici, ou les constructions ferroviaires là, tous ces bastions industriels qui ont été largement démantelés depuis les années 80. Voilà, donc ne manquez pas, si vous allez à Lens, aussi de faire un petit détour par la gare qui se trouve à 1 km ou 1,5 km à peu près du site de l'antenne du Louvre. Donc on file vers le nord et on traverse l'agglomération lilloise pour aller faire un petit tour à Roubaix. À Roubaix où donc on a un patrimoine industriel absolument remarquable. Hein. Bon, Roubaix, vous le savez, c'était l'ancienne capitale du textile, notamment de la laine, travail de la laine. Ben, vous connaissez quelques-unes des entreprises roubaisiennes par excellence, comme les Trois Suisses ou la Redoute, qui sont reconverties en maisons de commerce. Mais il y a donc un patrimoine d'ateliers, d'usines textiles absolument remarquable. Et donc, plusieurs d'entre eux ont été réhabilités et reconvertis. C'est le cas de cette filature qui se trouve exactement au centre de Roubaix. Lorsqu'on arrive, vous savez qu'il y a un tramway entre Lille et Roubaix, qui est un peu le cordon ombilical quoi, entre les deux villes. Et donc, lorsqu'on débarque à Roubaix, qu'on arrive à Roubaix centre, ben voilà, on est à 2 pas de ce magnifique monument industriel, ces fameux châteaux, dans la tradition des châteaux industriels construits à la fin du 19e en général, dans toute l'Europe du Nord, hein, vous trouvez ça, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, bien sûr. Tous ces grands pays industriels du 19e ont bâti ce genre d'usines. En particulier, c'est le modèle anglais, des usines comme ça à étage. Plutôt que il y a 2 grands types d'usines. Hein. Il y a des usines à ateliers avec des sheds, vous voyez, les toits
vitrées, comme vous avez à l'Arsenal de Tarbes. La plupart des ateliers de l'Arsenal sont couverts de sheds. Et puis vous avez l'usine comme ça à étage, comme l'était par exemple la filature à la sortie de Bagnan, la filature Comète à Baudéan était à l'origine une fabrique comme ça à étage. Bon, mais ça c'est le modèle britannique notamment qui a été inventé dans les grandes agglomérations industrielles d'Angleterre, notamment pour des raisons de sécurité, à l'époque où les incendies étaient fréquents dans le textile. Et donc on a inventé des ossatures métalliques. C'est les Anglais qui ont inventé ces ossatures en fonte et acier qui permettent d'avoir des lieux un peu plus sécurisés au niveau incendie. Alors donc, Motte Bossu était un des grands Manitou de l'industrie textile de Roubaix. C'était un des dirigeants de la Chambre de commerce et d'industrie. Et son entreprise est devenue, donc aujourd'hui, ce lieu est devenu le siège des archives nationales du monde du travail. C'est-à-dire qu'on y trouve là, notamment des archives d'entreprise, des archives syndicales, des principales formations syndicales historiques, d'associations en lien avec le monde ouvrier. Oui, donc tout ça, c'est un lieu qui est sous la direction de la maison du ministère de la Culture. Hein. C'est une institution nationale qui est un lieu de recherche et de travail pour les universitaires en particulier qui travaillent sur des thèmes en rapport avec entreprise, le monde du travail, oui, l'histoire de l'industrie, etc. Voilà, ça c'est ce que c'est devenu. Et je reviens à mon bâtiment, vous voyez ce que c'était, hein, cet énorme complexe textile industriel au cœur de la ville. Vous voyez là justement l'avenue et le tramway qui viennent de Lille. On est vraiment au centre. Et ce qu'on a conservé là, ce que vous voyez maintenant, c'est ça là, ce bâtiment-là, qui était le bâtiment principal, en briques à l'extérieur, et tout le reste a été démoli. Voilà donc quelques vues de ce bâtiment, vous voyez, avec ces magnifiques cheminées et ces tours crénelées qui évoquent l'architecture du Moyen-Âge. Hein. Voilà, vous voyez, pour donner quand même l'importance du bâtiment, hein, c'est pas n'importe quoi, il y a un peu l'ampleur de ce bâtiment. Voilà, bon, juste quelques images. Et puis maintenant, deuxième lieu dans Roubaix, je regarde l'heure, bon ça va, la condition publique. La condition publique, c'est un nom étrange. Qu'est-ce que c'est que cette condition publique? C'est la condition publique, c'était le lieu géré par la Chambre de commerce et d'industrie où l'on réceptionnait les échantillons de tissus, de fibres textiles, coton, laine ou autre, soie, ce qui était traité dans les fabriques du coin, et pour autorisation de la mise sur le marché. On vérifiait la qualité des marchandises livrées avant d'autoriser leur utilisation dans les diverses usines, filature ou tissage. D'où le nom. Vous voyez, ça a été écrit conditions publiques de la Chambre de commerce, qui était donc gérée par les industriels de la ville. Et là voilà maintenant réhabilité, au sens propre du mot, réhabilité sur le plan de son architecture et de sa décoration, magnifiquement réhabilité. Regardez la mise en valeur de ce bâti, de cette décoration typique du Nord, avec en particulier les différents types de briques vernissées de différentes couleurs. Réhabilitation qui a été menée par l'architecte Patrick Bouchain, dont je vous reparlerai dans mon cours sur l'architecture. Il y aura un topo à la fin. Dans les derniers architectes, j'évoquerai Patrick Bouchain qui a eu un rôle très important dans justement ce travail de revitalisation, de mise en valeur du patrimoine industriel. À l'époque dont nous parlons, début des années 2000, il s'est fait connaître quelques années auparavant par la mise en valeur et la réhabilitation partielle
de la fameuse usine Lu de Nantes. Vous connaissez tous les biscuits Lu, hein, Lefebvre Utile. Et il y avait une magnifique usine Lu à l'entrée de l'île de Nantes, au sud de la ville, enfin en face de la ville même, du centre de Nantes. Et donc il s'est fait connaître notamment par la réhabilitation de ce lieu, transformé en lieu culturel et d'activité autour de la culture. Ben, c'est le même esprit qui va animer sa proposition ici. Donc vous voyez le travail de réhabilitation du bâtiment qui en valait la peine. C'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Vous voyez la qualité du bâti de ce bâtiment. Et puis voilà ce qu'il est devenu. C'est ce nouveau type d'équipement, lieu de vie. Vous voyez à droite justement écrit la condition publique, laboratoire créatif, lieu de vie, concert, exposition, Fab Lab, marché, restaurant, événement. Donc vous voyez, on conçoit maintenant des lieux où l'on donc réhabilite des lieux désaffectés et on les transforme en lieux de vie nouveaux où s'agglutinent tout un tas d'activités qui tournent autour de la culture, mais pas forcément, pas exclusivement. Il peut y avoir d'autres choses, la cuisine, pourquoi pas, la restauration, des choses comme ça, ou bien ça peut servir de pépinière d'entreprise, vous voyez, de toutes sortes d'activités comme ça peuvent s'agglutiner, se regrouper dans ces lieux. C'est un peu ce qui arrive en ce moment ici à Tarbes, sur la route de Pau, l'ancienne usine de colle qui se trouve avant la côte de Gers, là, et qui devient justement en ce moment un nouveau lieu comme ça, un peu dans le même esprit, où il y a à la fois des activités de type culturel ou de type commerçant, avec épicerie bio. On peut imaginer sorte de formule. Et donc c'est devenu, je dirais presque un poncif maintenant. N'importe quel lieu abandonné et reconverti se tourne vers ce genre de schéma. Donc là je vous montre un lieu pionnier. On est au début des années 2000 et donc on est à une époque où s'amorce dans notre pays ce genre de choses qui a déjà commencé ailleurs bien entendu, mais aussi dans d'autres pays comme l'Allemagne qui est souvent aux Pays-Bas où il y a souvent un petit peu un temps d'avance par rapport à ce qui se passe en France. L'Allemagne est un pays où justement la question de la reconversion des grandes régions industrielles s'est posée très tôt aussi et où les Allemands, comme souvent, ont mis en route des solutions de reconversion tout à fait intéressantes. Voilà, et vous voyez donc quelques images qui vous montrent la vie nouvelle qui anime ces lieux maintenant. Et vous voyez qu'il s'agit bien de quelque chose d'assez populaire. Hein, c'est pas exclusivement réservé aux bobos. Il y a un mélange également social. On est en plein dans un quartier populaire là. Hein. C'est pas au centre-ville de Roubaix ça. C'est un peu à l'écart et on est vraiment dans un quartier qui est de tradition populaire et où se mélangent un peu les populations de la ville. Oui, avec des activités diverses. Et puis, toujours à Roubaix, nous allons maintenant à un autre lieu tout à fait remarquable, c'est voilà, la piscine. Donc vous voyez maintenant l'entrée, on rentre par là, et vous voyez qu'il y a à la fois des éléments de bâtiments industriels anciens, ou de type industriel. On voit ici la base d'une ancienne cheminée, et des murs de briques, et puis vous voyez ici une extension d'architecture moderne. Elle s'appelle la piscine, pourquoi? Parce que c'était une piscine qui a été construite dans les années 20 par la municipalité de l'époque, c'était une piscine municipale, à l'époque où Roubaix était donc dirigé par une municipalité, on va dire, progressiste, qui essayait d'œuvrer à l'amélioration du sort, du quotidien de populations essentiellement laborieuses, cette ville vraiment ouvrière qui était Roubaix. Par ailleurs, ville fétiche d'Arnaud Desplechin, cinéaste, hein, qui a réalisé plusieurs films dans Roubaix, dont un très beau film, Roubaix, une lumière, qui est remarquable et qui a été filmé
dans sa ville d'origine. Donc il connaît très bien ces lieux. Donc elle a été réhabilitée, vous voyez, je l'ai marqué, il y a déjà plus de 20 ans. Hein. Donc c'est vraiment là aussi une œuvre assez pionnière de ce type-là. C'était à la fois une piscine, effectivement, la piscine, là, une photo d'époque, et puis également un établissement de bain-douche. Toutes ces galeries que vous voyez de chaque côté étaient occupées par des cabines de bain, à une époque où les salles de bain n'existaient pas, surtout dans une ville comme Roubaix, hein, qui est restée quand même aujourd'hui, qui a un habitat vraiment limite. Hein. Donc, il y avait de nombreuses cabines de bain. Il y avait également des salles où on pouvait se faire masser, même faire de la manucure, vous voyez. Il y avait donc comme ça une batterie de services qui était offerte à la population pour des tarifs tout à fait abordables. Il y avait également un jardin d'agrément, un restaurant aussi pour le personnel et pour les gens qui venaient à la piscine. Donc il y avait comme ça, c'était un petit complexe, vous voyez, autour de l'eau. Et ah oui, il y avait même une blanchisserie où les gens pouvaient venir laver leur linge à profiter de l'eau chaude. Et donc aujourd'hui, ce bâtiment a été en grande partie restauré et donc mis en valeur. Vous le voyez, l'entrée de la piscine était assez belle, assez majestueuse, dans un style un peu moderniste, je dirais à la Auguste Perret, vous voyez, un modernisme teinté de classicisme. La piscine, les baignoires, voilà, les fameuses baignoires, hommes-dames. Et tout ceci a été reconverti donc en musée des arts et industries, en rapport avec le passé justement historique hein, de Roubaix. Donc ce n'est pas un musée des beaux-arts au sens propre, c'est un musée d'art décoratif et aux arts appliqués, voilà en gros. Hein. Donc, on ne va pas y trouver des grands tableaux de la peinture comme dans un musée des beaux-arts, mais on va y trouver des objets, des céramiques, des vêtements. Il y a aussi des collections de vêtements. Et donc, voilà aujourd'hui à quoi ressemble le bassin, la piscine que vous avez vu tout à l'heure, vous voyez, avec ici par exemple des statues, des sculptures et des éléments de décor. Alors tout ça a été magnifiquement restauré, à la fois le décor d'inspiration art déco et les vitraux, les grands vitraux hein, qui ornent donc le bâtiment de part et d'autre. Il y a deux entrées de lumière principales. Et voilà un exemple, vous voyez, de ces cabines, les anciennes cabines de bain, devenues des box pour exposer des pièces comme ça, des vêtements. Et puis la mise en valeur de la décoration art déco dans son jus, vous voyez, tout à fait intéressante. Les balustrades, les garde-corps et les magnifiques verrières, soleil couchant et soleil levant, orientés en fonction des points cardinaux. Les plafonds également art déco, tout à fait typiques hein, des années 30. Et puis même à l'extérieur, la mise en valeur, là aussi, de l'appareil de briques, caractéristique évidemment de cette région. Voilà. Alors, si vous avez l'occasion d'y aller, et d'aller visiter donc à la fois Lille et Roubaix, ne manquez pas de vous arrêter entre les deux, sur la commune de Croix, hein, qui est la commune chic hein, de l'agglomération, là où les grands industriels roubaisiens ou de Lille se faisaient construire leur villa, et où donc on a là donc un environnement privilégié, et c'est là qu'on trouve la fameuse villa de Robert Mallet-Stevens, un des chefs-d'œuvre des années 30 précisément, la villa Cavrois, du nom de l'industriel qui s'est fait construire cette villa dans les années 30 et qui mérite vraiment le détour. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre
de l'architecture des années 30 dans notre pays. Donc, autant de motifs pour vous d'aller faire un tour par là-bas et de rompre avec cette idée de l'enfer du Nord. Hein. On a une région très riche sur le plan humain et culturel, avec de multiples choses à voir absolument magnifiques. Et dernière étape de notre périple du Nord, on va un peu plus vers le nord et le nord-ouest, à l'ouest de l'agglomération de Lille. On va vers la côte de la mer du Nord et on s'arrête à Dunkerque, dont vous voyez donc une des dernières réalisations, c'est le FRAC du Nord, le Fonds régional d'art contemporain, dont l'aménagement a été confié à une équipe aujourd'hui bien connue, puisqu'elle a reçu le prix Pritzker, qui est un peu le Nobel des architectes, le prix Pritzker qui est attribué chaque année par la famille Pritzker, qui est américaine, qui sont les propriétaires de la chaîne d'hôtellerie Hyatt. Vous connaissez sans doute les grands hôtels de prestige Hyatt Regency, H-Y-A-T. C'est eux les propriétaires de ces hôtels, qui sont souvent d'ailleurs aux États-Unis et ailleurs, par rapport à la production moyenne de l'hôtellerie, sont souvent remarquables, tout à fait intéressants. Ils ont choisi, tant qu'à faire, de proposer une architecture résolument contemporaine et souvent tout à fait intéressante. Et donc eux, ils financent chaque année l'attribution d'un prix qui est donc attribué à un architecte ou une équipe. Donc parmi eux, il y a quelques années, nos Bordelais, puisque Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal sont nos régionaux de l'étape, et donc ils ont reçu ce prix Pritzker il y a 4 ans, je crois maintenant, ce qui les a propulsés un petit peu dans l'espace public. Ils étaient connus déjà, mais je crois que l'attribution du prix les a fait connaître d'un public qu'ils ne connaissaient pas très bien. Donc Lacaton et Vassal ont reçu cette commande, vous voyez, il y a peu, nous sommes en 2013-2015, il y a très peu de temps. Et donc on est au cœur, vous voyez, de l'ancien port de Dunkerque. Et voilà, vue de la ville, la ville de Dunkerque, qui elle-même a été en grande partie reconstruite. Vous imaginez bien qu'en juin 40, Dunkerque a souffert de l'invasion allemande. Donc une grande partie de la ville a été reconstruite. Et vous avez là, voilà où se trouve, c'est pour vous montrer où se trouve exactement ce bâtiment que nous allons voir de plus près. Ça se trouve là, c'est l'ancien site des chantiers navals de Dunkerque qui, avant qu'ils ferment, s'appelait la Nord-Med, Nord-Méditerranée. Nord-Méditerranée parce qu'à l'époque, ils avaient fusionné pour survivre un peu avec les chantiers de La Ciotat, du côté de Marseille. Et puis ça a marché un certain temps, et puis finalement l'entreprise a été mise en faillite et les chantiers ont fermé. Donc voilà, il y avait sur le site surtout un bâtiment, voilà, ce bâtiment-là que je vous montre à l'instant, très beau bâtiment industriel remontant aux années d'avant-guerre, et donc très belle architecture de béton, vous voyez, avec un beau volume, qui justement, la discussion a eu lieu à ce moment-là, un des choix possibles, c'était comme, je dirais de façon assez classique, prendre le bâtiment tel qu'il existe et le transformer l'aménager de manière à recevoir ces nouvelles fonctions, en fonction du programme qui est celui du FRAC. C'est-à-dire, il faut des salles pour ceci, il faut des salles pour cela. Il y a un certain nombre de lieux à prévoir pour accueillir un FRAC. Donc on aurait pu très bien imaginer que ce bâtiment, qui en soi était une œuvre intéressante, puisse devenir le FRAC, et on aurait eu là une formule assez classique, désormais, dans la reconversion des bâtiments industriels. Mais le choix finalement de Lacaton et Vassal n'est pas celui-là. C'est de doubler ce bâtiment existant de son jumeau en quelque sorte. Ils ont construit à côté. On a l'impression que c'est deux bâtiments d'époque.
C'est ça le coup de maître un petit peu de ce duo. En fait, il crée l'illusion d'un bâtiment ancien, alors qu'en fait celui-là est entièrement nouveau. Oui, donc, voilà, de face, les deux, exactement le même volume, les mêmes dimensions, mais évidemment les matériaux ne sont pas les mêmes. Voilà l'ancienne halle des chantiers, et puis voilà le nouveau bâtiment. Et c'est ce tour de passe-passe en quelque sorte qui fait, je crois, l'originalité en particulier du lieu. Ils ont voulu conserver ce bâtiment parce que précisément ce bâtiment, voilà donc la halle ici, et voilà le nouveau frac avec ses différentes parties. Et les différents niveaux, vous voyez, qui ont été créés dans le nouveau bâtiment. Ça, c'est le nouveau bâtiment. Et qui est pénétré entre les deux. Il y a une sorte de passerelle qui fait office de rue publique. On rentre là, si vous voulez, vous pouvez circuler, traverser le bâtiment sans problème. C'est une sorte de passerelle rue qui fait la jonction entre ce bâtiment et l'espace extérieur et qui permet donc au public de circuler tout à fait librement, de venir jeter un coup d'œil, de repartir s'il veut, etc. Donc c'est là encore fluidité, liberté de mouvement. C'est un des maîtres mots qui anime, je crois, l'architecture d'aujourd'hui, auprès en tout cas de ces gens qui aménagent des lieux aujourd'hui pour recevoir le public. Voilà. Hop. Et voilà l'intérieur de cette halle d'origine, avec ce magnifique espace qui effectivement aurait pu être recomposé et devenir le bâtiment du FRAC. Ils ont préféré le garder comme ça, en le dénudant, et comme ça c'est un bâtiment qui est apte à recevoir tout un tas de manifestations, qui peuvent être d'ordre culturel, mais aussi de tout à fait autre. On peut y organiser des fêtes, des raouts d'honneur. Vous voyez, donc c'est un lieu qui se prête à de multiples activités qui peuvent être ou pas en relation avec le FRAC. Comme vous voyez ici. Vous voyez, apparemment, il s'agit d'une exposition avec des photographies de très grand format qui permettent donc de réunir un public dans un lieu qui est un petit peu original. Voilà. Et voilà donc maintenant, nous sommes à l'intérieur du FRAC, vous voyez, avec ses différents niveaux, notamment une terrasse panoramique qui permet d'avoir une vue superbe sur les bassins du port, du port ancien ici, et de chaque côté également, vous imaginez. Et là, vous voyez l'espace justement qui sépare les deux, enfin qui réunit et sépare en même temps, et au pied duquel se trouve la rue intérieure. Que voilà, la rue intérieure, vous voyez, qui permet de circuler depuis donc l'espace public extérieur, de pénétrer dans le bâtiment si on souhaite, et puis en se baladant comme ça, hop, on franchit le canal, et vous pouvez tranquillement aller manger votre moule frite sur la plage de Malo-les-Bains, puisque la Malo-les-Bains, c'est un peu la plage des Dunkerquois, hein, et là où on va spontanément pour aller se baigner, prendre l'air, prendre un pot et manger des moules frites. Voilà, spécialité flamande par excellence. Nous sommes en Flandre, n'oubliez pas. Et il y a en plus un patrimoine balnéaire intéressant à Malo-les-Bains, des villas construites fin 19e en particulier, qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, alors ça s'inscrit, je conclus, tout ceci s'inscrit dans un projet de reconquête urbaine. Vous voyez, donc vous avez une image ici, c'est une image, comme on dit, une image d'artiste. Hein, voilà comment on imagine la reconquête urbaine de ces vieux bassins, ici. Et voilà où se trouve le FRAC. Vous voyez là, avec un nouveau quartier autour de la Plaisance. Il semble que la communauté urbaine de Dunkerque parie sur la Plaisance. Vous voyez que tous ces bassins ont l'air d'être orientés vers la navigation de Plaisance. Je ne sais pas si ça peut marcher. Enfin, en tout cas, c'est l'orientation générale. Et donc, pour finir, voilà le projet concernant les anciens chantiers navals que vous voyez ici.
On reconnaît encore les installations anciennes où on lançait les navires, où on construisait et on lançait les navires, vous voyez, et voilà le FRAC, et voilà ce qui est en projet ou en cours d'exécution en ce moment. Voilà. J'en ai fini aujourd'hui avec ce périple nordiste. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.